Alors salut à tous, c'est Maxime Loré. Aujourd'hui, 14h30, je voulais faire une petite... Attends, mais... Putain, c'est pas ça le texte. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Je la refais parce qu'elle était naze en fait. Donc je préfère vous prévenir, aujourd'hui j'y vais en mode un peu freestyle à la Tony Neves comme il m'a conseillé tout ça. Je vais essayer, c'est-à-dire que je vais y aller en freestyle avec des notes et je vais parler comme ça sans avoir réellement écrit la vidéo mot pour mot. Donc on verra ce que ça vaut, vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez l'un ou l'autre. De toute façon il y aura des trucs à améliorer. Donc aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les 4 principaux médias de création disponibles pour nous pour tisser des histoires et des mondes comme prévu. Le but ce sera de vous les présenter à la fois comme médias et comme outils de création d'un point de vue extérieur à l'intérieur, surtout intérieur parce que c'est celui que vous connaissez le moins, et de vous les accessibiliser, c'est-à-dire grosso modo en jargon, de démonter vos excuses pour pas vous y mettre, parce que bon, le but c'est quand même de vous motiver, d'arriver à dépasser vos limites pour faire ce que vous aimeriez faire, vous lancer dans ce que vous aimeriez vous lancer, et c'est donc à ça qu'on va procéder. Voilà ce que ça donne quand c'est en freestyle. Donc je vais couper la vidéo en 2 parties, c'est-à-dire qu'on aura la première pour le roman et la BD, et la deuxième plutôt pour le jeu vidéo et les métrages en tout genre, c'est-à-dire les films quoi. Et aussi, on va dire 2 médias un peu bonus qui vont avec le reste, vous comprendrez quand je vous le ferai. Bien, donc on va commencer par le roman. Alors l'avantage avec le roman, c'est qu'il est ultra accessible et pas cher du tout, c'est-à-dire à la limite du gratuit pour le produire du moins. C'est ça l'avantage principal qui fait que beaucoup de gens, dont moi, s'y mettent. C'est aussi que t'as besoin de moyens de... T'as pas besoin de moyens, t'as pas besoin d'avoir des amis ou quoi. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances qui vous aident, qui ont des compétences dans le milieu, etc. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même tout seul sur votre PC ou même sur votre cahier si vous n'avez pas de PC, mais logiquement vous en avez un vu que vous regardez cette vidéo. Bref, donc pas besoin d'être un expert, c'est-à-dire qu'on a tous écrit des trucs nuls pour commencer. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui fonctionne de manière générale, c'est-à-dire que dans n'importe quel domaine, quand vous allez commencer, ça va pas vous plaire ce que vous allez faire, ça va avoir l'air naze, les phrases seront mal tournées, si vous chantez vous aurez une voix dégueulasse, des trucs comme ça. Il faut pas s'arrêter dans la vie quand on a des petits soucis comme ça parce que vous allez vous améliorer. Le but c'est ça, c'est que personne ne devient un grand écrivain tel que Lovecraft ou je ne sais qui d'autre comme ça. C'est pas son premier livre qui vous a écrit, Lovecraft qui a fait ça. Mais mes mecs qui font des premiers livres qui ont beaucoup de succès comme Chuck Palahniuk avec son premier bouquin Fight Club, je peux vous dire que de toute évidence Fight Club tel qu'il est sorti, c'était pas tel qu'il l'avait, et c'était pas ses premiers écrits qu'il avait fait tout au début. C'est son premier écrit publié, mais il y a eu des erreurs avant tout ça. Voilà, donc ça faut bien le comprendre. Donc comme partout, on ne devient pas un pro en 2-2 ou même en 2-7. Donc ensuite, qu'est-ce qui bloque beaucoup les gens? C'est évidemment c'est le fait de savoir bien écrire, d'avoir du vocabulaire, etc. Alors déjà pour ça, vous avez avant d'écrire, l'idéal c'est quand même de lire un minimum. Voilà, je vous dis pas de devenir un grand lecteur, mais même moi j'ai lu quelques livres avant de vraiment me mettre à écrire. Finalement en fait, là où je me suis vraiment mis à aimer lire, c'est après avoir commencé à écrire, paradoxalement. Et pour ça, bon, vous avez tout ce que vous voulez, quoi. Vous avez internet, des sites de partage, les bibliothèques. C'est pas les moyens qui manquent, quoi. Donc la liberté dans le style, il faut savoir que les dialogues, etc. La proportion qu'il y a entre les dialogues et les phases descriptives, je sais pas si ça se dit ça. Bon, les phases de description, ça c'est à vous de voir. Moi au début j'avais aussi l'impression d'écrire trop de dialogues dans les chroniques du Safia. Après je me suis dit bon j'avais demandé à mon frère, il me disait ouais mais tu t'en fous, fais ton style que tu veux, et il avait bien raison, je le savais déjà au fond de moi en fait. Donc tout ça, on s'en fiche. La proportion de dialogue, la façon de mettre en page, la mise en forme, ce que vous voulez, finalement on s'en fiche parce que de toute façon, il faut pas vouloir vous mettre à faire ce qui se fait déjà parce que ça se fait déjà. Si vous faites quelque chose de nouveau, peut-être que personne n'y aura pensé, c'est pour ça que personne ne le demande et que personne ne le fait. Par exemple là pour ça on a l'exemple du cheval et de la voiture que j'expliquerai plus en profondeur dans une autre vidéo, mais en gros c'est simple, c'est qu'à l'époque où on voyageait grâce à des chevals, oui, des chevals, personne n'aurait dit ah bah tiens ce serait bien qu'on ait une voiture qui marche à l'essence, etc. On était en 1700 ou 1800, non.
Pourtant, quand on l'a inventé, les gens étaient contents. Donc voilà. Et après, je pourrais utiliser l'exemple d'Apple, tout ça. Et c'est pareil, donc déjà, ayez votre style, ça peut même vous faire connaître juste pour ça, juste parce que vous êtes différent des autres. Et donc bref, vous n'êtes pas obligé d'écrire compliqué, parce que souvent c'est ça qui fait peur aux gens, le vocabulaire, etc. Vous n'êtes pas obligé d'écrire compliqué, c'est-à-dire que déjà c'est une question de goût. Moi personnellement, et je pense pas être le seul dans ce cas-là, quand il y a un auteur qui met 4 pages de mots ultra compliqués pour expliquer une atmosphère, c'est bien d'expliquer l'atmosphère du livre. Ça aide à rentrer dedans. Maintenant, il y a rentrer dedans, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ça sert à rien d'en faire trop, quoi. Moi, je trouve. Après, il y en a qui aiment beaucoup quand ça en fait trop. C'est une question de goût. Vous trouverez forcément votre public avec votre manière avec votre vocabulaire. Il y a qu'à voir les Harry Potter, par exemple, ou J.K. Rowling. Au début, les premiers étaient plus adaptés à des, on va dire, pas des enfants, mais des pré-ados, donc ouais, des enfants finalement. Et c'était des écritures simples, il n'y avait pas de mots compliqués, etc. Et ça a largement plu, parce que finalement, l'écriture, comme beaucoup de choses, c'est un média. C'est là pour transmettre le message que vous voulez transmettre. Mais la manière dont vous le transmettez, ça reste relativement libre. Maintenant, bon, faut pas que ce soit écrit en wesh ou en langage SMS, sinon, bah, le problème c'est que le message sera peut-être très bien, mais personne n'aura envie de le lire. Maintenant, il faut dépasser ça, quoi. Par exemple, si je vous mets un Harry Potter assez simple, surtout comme les premiers, ou un Seigneur des Anneaux s'il avait été écrit de manière plus simple, je pense que ça vous plairait plus que de voir un de ces innombrables trucs de fantasy ultra basiques où il se passe que des trucs qu'on attend, des personnages ultra simples, ultra clichés, écrits d'une manière magnifique. Parce qu'au bout d'un moment, tu l'apprécies 5 minutes, le style d'écriture, mais faut que le reste il aille avec, sinon le style, la forme sans fond, ça vaut pas grand chose, on va dire. Surtout en écriture. Donc évidemment, je reste à votre disposition si vous avez d'autres excuses, c'est-à-dire d'autres blocages qui vous empêchent de vous y mettre. Parce que bon, là, j'ai pas forcément tous les exemples sous la main, mais avec vos questions, vos commentaires, c'est là que je pourrais vous y répondre. Ça veut rien dire, ça. C'est là que je pourrais vous répondre. Donc au niveau des outils pour l'écriture, bah, on n'a pas grand-chose. On a OpenOffice que moi j'utilise depuis peut-être 1 an, parce qu'au début moi j'écrivais vraiment, c'était pas sur le bloc-notes mais c'était des documents RTF, donc c'était vraiment, moi je m'en foutais quand j'écrivais. Mais OpenOffice, ouais, c'est pratique, vous avez le surlignage, vous avez beaucoup d'outils, beaucoup de fonctionnalités que je ne vais pas vous lister ici, notamment la possibilité de sortir directement en format PDF, si vous voulez les utiliser pour d'autres fonctions qu'on va détailler plus tard. Ensuite on a Scribus qui est un petit logiciel que j'ai pas trop touché, qui est là pour la mise en page des livres indépendants, même des magazines indépendants. Sinon vous avez Wattpad, que moi j'utilise, j'ai même mes 5 premiers chapitres à peu près diffusés dessus. Les liens dans la description bien sûr. Qui est en fait un grand site communautaire de partage d'écrits. Vous pourrez lire des amateurs, tout comme eux pourront vous lire. Donc ça aussi c'est très bien si vous voulez avoir des conseils, vous faire une communauté, etc. Sinon, les outils à grande échelle, il y a l'édition classique. Moi, je ne la recommande pas. Maintenant, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Si c'est ce que vous préférez. Là-dessus, je vais faire une vidéo sur le sujet un peu plus concernant la réussite globale et le fait de se faire remarquer, comme par exemple dans l'édition, qui est quand même plus simple que ce qu'on croit, bien que ça reste assez ardu. Mais vous avez surtout ce qui me plaît le plus en tant qu'indépendant, c'est l'auto-édition. Donc l'auto-édition, qu'est-ce que c'est? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment ça marche. Bah, c'est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est plus simple que jamais. Vous avez des sites comme Lulu, qui est personnellement le site que moi je compte utiliser pour mon premier roman qui devrait sortir cet été, mais ça dépend de l'avancement du graphiste, qui est mon frère. Qui en fait sont simplement des sites où vous mettez sur format PDF votre bouquin, la couverture, etc. Ils font donc... ils finalisent la mise en page, donc comment le mettre sur le format de livre que vous avez choisi, que ce soit du poche ou du royal ou du grand. C'est vous qui choisissez. Et eux, tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'imprimer pour vous, moyennant finance bien sûr, hein, faut pas, la vie c'est pas un kiwi. Moyennant finance, ils vont l'imprimer pour vous, ils vont vous l'envoyer. Après, c'est à vous de pouvoir aller le vendre dehors à vos amis ou en faisant parler de vous sur des conférences, des choses comme ça, des conventions. Mais ça, c'est peut-être pas le plus intéressant. Le plus intéressant aussi, c'est que ces sites, notamment Lulu, qui est un très bon distributeur, sont référencés sur Amazon, sur le Kindle et tout ça pour tout ce qui est livre numérique. Donc, ils vont vous aider d'eux-mêmes à les vendre. Maintenant, bon, faut quand même faire votre pub, etc. Ça va pas se vendre tout seul non plus.
Mais c'est des très bons distributeurs qui vont participer à la chose. Et dans ce cas-là, ce qui est pratique, c'est que vous n'avez rien à débourser. C'est-à-dire que, admettons, votre livre, il coûte 12 € à produire en comptant la marge, bien entendu, du site comme lui ou un autre. Admettons, il coûte 12 €, comme ça, à produire pour vous, si vous voulez l'acheter pour ensuite le revendre finalement. Si quelqu'un commande, il n'y a rien à payer. C'est-à-dire que c'est produit sur commande. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand une personne l'achète que le livre est fabriqué. Donc déjà, ça a deux avantages majeurs. C'est qu'on évite déjà la production inutile et finalement, bon, c'est pas très écologique tout ça. Et la dépense d'argent, parce que du coup, quand quelqu'un achète le livre, la production est déjà payée par la personne elle-même et Lulu vous envoie simplement à la fin du mois ou des 2 mois, je sais pas exactement, franchement je regarde comment ça marche ça, vous envoie directement votre argent, la marge que vous faites. Et concernant la marge, justement, parce qu'on est là pour parler fric aussi, si vous voulez vendre vos œuvres et en vivre, la marge, c'est vous qui la choisissez, c'est-à-dire que le livre de base, le coût de production pour le nombre de pages et le fait que ce soit en couleur ou non, va être d'un certain prix, comme par exemple 13 €, qui est un prix de base d'ailleurs parce que c'est le prix d'un livre seul. Si vous en commandez 100 d'un coup, ça baisse, bon, il y a des trucs à voir comme ça, je vous laisse aller voir sur le site. Et ensuite, le prix final, qui n'est pas 13 € du coup, c'est à vous de le choisir. Par exemple, votre livre qui revient à 13 € de production, admettons, vous pouvez le vendre à 15, à 20, à 25, à 30, à 50, à 100 € si vous voulez. La marge, c'est vous qui la choisissez. Bon, maintenant, évidemment, il ne faut pas viser sur la marge, sinon vous risquez de ne pas vendre votre livre, évidemment. Mais ça, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est vachement intéressant pour éviter d'être payé à coups de lance-pierre comme ces célèbres et sacro-saintes maisons d'édition. Hein, voilà. Mais on parlera d'indépendance dans une autre vidéo, dans la prochaine en fait. Enfin, la prochaine après les 2 parties.